Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec, au sommaire, comme tous les jeudis, le coup de gueule de l'auditeur. On commencera par ceci, avec Bertrand du Loiret qui parle de la fin du diesel. Ensuite, le débat du jour sur le thème des ZFE qui sont une usine à gaz ou pas. On est en droit de se poser la question puisque personne ne sait où on va et qu'avant-hier, le ministère de la Transition écologique a annoncé que les métropoles de Marseille, Strasbourg et Rouen pourraient continuer à faire rouler les vignettes critère 3 au-delà du 1er janvier 2025. Tiens, vous avez changé de voiture, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour participer au développement des ZFE. Appelez-nous au 0826 300 300. À 19h30, on décryptera la 4e édition du baromètre massif VDCOM sur les Français et le véhicule automatisé. Un baromètre qui analyse les attentes des Français en termes de mobilité et qui est tout à fait passionnant. Nicolas Maresco, directeur influence écosystème et prospective de la Massif, sera avec nous. Enfin, pour la dernière partie de l'émission, on serait tenté de dire la dernière ligne droite, puisque ce sont les vraies voix qui font rouler la France. On parlera d'une start-up qui fait partie de celles sélectionnées pour le Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est partenaire, qui se tiendra le 24 avril prochain. Cette start-up s'appelle Stellar. Elle a mis au point un routeur conçu pour éviter les zones blanches. Damien Garot, PDG cofondateur de Stellar, sera en notre compagnie et nous aurons 2 jeux pour vous faire gagner 2 fois 2 places pour la Coupe de Pâques qui se tiendra à Nogaro dans le Gers les 30, 31 mars et 1er avril prochains. Les vraies voix Sud Radio. Et on va commencer par le coup de gueule. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous nous appelez du Loiret et vous voulez pousser un coup de gueule sur la fin programmée du diesel. Alors, je vous appelle des États-Unis, mais j'habite dans le Loiret, effectivement. Alors, pourquoi les diesels me posent un problème? C'est que on avait la meilleure industrie du monde en Europe et en France en particulier, avec les diesels qui consomment beaucoup moins qu'un moteur essence, et ils vont être interdits, alors qu'avec des filtres à particules et puis le SCR, l'AdBlue, on ne pollue plus du tout autant qu'avant et même moins que les moteurs essence, notamment en particules. Une consommation de litres inférieure au 100, ça fait autant de CO2 en moins. Et on remplace ça par des hybrides, très compliqués, que les gens ne branchent plus et donc qui vont émettre encore plus que l'économie qu'ils sont censés faire. Et donc il y a un problème d'usage. Et je vais prendre un autre exemple. Moi, comme voiture de week-end et de plaisir, j'ai une Ferrari qui fait critère 1 en pollution, donc je pourrais rentrer dans toutes les ZFE quand ma 5008 de tous les jours, elle sera à critère 2 et bientôt interdite. Donc je pense qu'on marche un peu sur la tête et qu'il faudrait reprendre ça calmement. Et le dernier point, c'est la disparition totale des petites voitures de moins de 3,50 m qui me pose problème aussi, parce que c'est celles qui polluaient le moins. Mais ça devient tellement cher de les dépolluer que finalement, les constructeurs ont tous arrêté. Il n'y aura pas de remplaçante à la Twingo, à la 108, à la C1 et à toutes les petites voitures chez Toyota non plus. Voilà mon coup de gueule du jour. Alors, restez avec nous Bertrand, parce qu'on a Yves Cara qui est porte-parole du Mobilité Club de France qui veut réagir. Bonsoir Bertrand. C'est vrai que le diesel, ça compte encore dans le parc français. La réalité du diesel, bonsoir. La réalité du diesel en France, c'est encore une voiture sur 2 qui roule en France roule au diesel. Donc parce que il y a des voitures d'occasion, on en vend moins, mais elles étaient là. 70% du carburant distribué à peu près en France, c'est encore du gasoil. Donc et c'est vrai qu'on a vendu plus de voitures électriques que de voitures diesel en 2023, mais ça commence à se rééquilibrer et les gens commencent à se rendre compte qu'effectivement le diesel a plein d'avantages, de consommer moins, de polluer quasiment plus. Donc effectivement, je suis d'accord avec vous Bertrand, et surtout aussi sur les petites voitures qui étaient à un prix abordable, qui sur le marché d'occasion pouvaient permettre aux jeunes d'acheter une première voiture pas trop chère. Mais comme c'est plus rentable, tous les constructeurs, c'est paradoxal parce qu'elles sont légères, elles consomment moins et on les abandonne. Donc je suis d'accord avec tous vos coups de gueule, Bertrand, sauf peut-être sur les voitures hybrides, parce que l'hybride rechargeable, effectivement, on peut en discuter parce que c'est plus lourd, c'est plus cher et si on la recharge pas, effectivement, ça sert à rien. Moi, j'ai une hybride au super éthanol, c'est génial, un plein à 50 €.
30 à 40% de circulation en électrique en ville et puis je pollue quasiment pas. Donc ça, c'est vraiment bien. Merci beaucoup, Bertrand. Vous êtes où, tiens, aux États-Unis, là, avant de revenir dans le Loiret? Je suis à Détroit. Je présente une conférence sur l'hydrogène et bientôt sur le rétrofit des moteurs diesel à l'hydrogène. Détroit, la capitale américaine de l'automobile. Détroit dans le Michigan. Voilà. Merci beaucoup, Bertrand du Loiret. Dans quelques instants, on va débattre des zones à faible émission. Sont-elles une usine à gaz? On va en parler avec Yves Cara, qu'on vient d'entendre, porte-parole du Mobilité Club de France, et Tony Renucci, directeur général de l'association Respire. Tout de suite, tiens, les vraies voix qui font rouler la France. On va vous faire gagner 2 fois 2 places pour la Coupe de Pâques des 30, 31 mars et 1er avril à Nogaro. Des places qui donnent droit à l'entrée pour les 3 jours de circuit avec un accès aux terrasses, aux tribunes et au paddock. Il y a de tout, des belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du spectacle. Allez, Nogaro, c'est dans le Gers. Le Gers, c'est le 32, 3 plus 2, 5. Le 5e appel au 0826 300 300 gagne 2 places pour la Coupe de Pâques à Nogaro les 30, 31 mars et 1er avril prochain. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les ZFE font encore la une de l'actualité automobile puisque le ministère de la Transition écologique a annoncé avant-hier que les métropoles de Marseille, Strasbourg et Rouen, où la qualité de l'air s'est améliorée, pourront choisir de laisser circuler les véhicules critère 3 dans leur zone à faible émission au-delà du 1er janvier 2025. Qu'est-ce que cette jurisprudence va s'appliquer à d'autres agglomérations? Qu'en pensent ceux qui ont investi dans un véhicule électrique très onéreux? On va en débattre avec Tony Renucci, directeur général de l'association Respire et conseiller municipal de Joinville-le-Pont. Bonsoir. Bonsoir. Et Yves Cara, qu'on a déjà présenté, porte-parole du Mobilité Club de France. Alors on va commencer avec vous, Tony Renucci. Que pensez des annonces du ministère de la Transition écologique hier? Moi, je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose parce que déjà, c'est injustifié. C'est-à-dire que le gouvernement dit la qualité de l'air s'améliore, on est en train de gagner la bataille, et donc du coup, il faut assouplir le dispositif. Mais c'est pas bon, cette analyse, elle est fausse. La qualité de l'air s'améliore, mais elle reste mauvaise. On a des niveaux de pollution qui restent encore très au-dessus des seuils des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et en plus, le gouvernement dit on respecte les seuils. Mais de quels seuils il parle? Des seuils européens en cours de révision en ce moment, avec une directive qui va être révisée avant les élections européennes et qui sera plus stricte que celle qu'on a aujourd'hui. Donc on est en train de se planter sur toute la ligne et on paiera très cher aussi en termes de pollution et en termes de conséquences sanitaires cette décision. Votre avis là-dessus sur cette annonce du ministère de la Transition écologique? C'est une débâcle annoncée en fait. Dès le début des ZFE, nous et plein de personnes étaient contre. Pourquoi? Alors, on est tous d'accord qu'il faut réduire la pollution, effectivement. Alors après, c'est vrai que si on descend en permanence les seuils, on sera jamais dans les clous. Donc au bout d'un moment, il faut quand même mettre des seuils qui soient acceptables. Vous savez, c'est comme un commercial dans une boîte. Si on lui propose des objectifs irréalisables, ils seront irréalisables et on va le virer au bout d'un moment, quoi. Donc il faut que ce soit en adéquation avec une réalité. Maintenant, cet agenda des ZFE tel qu'il était présenté dès le départ, il pouvait pas être tenable par rapport au à la vitesse de renouvellement du parc automobile français. Donc on savait que au 1er janvier 2025, il y aurait un nombre incalculable de voitures critères 3 qui ne pourraient plus circuler et rentrer dans les villes et qu'on n'aurait pas le temps, qu'on n'aurait pas l'argent pour les changer. Donc, ou alors à moins d'une tempête sociale. Donc voilà, c'était un peu une débâcle annoncée. Donc il faut un agenda, il faut laisser faire un petit peu, je dirais, il faut donner du temps au temps, juste que le parc automobile se renouvelle de lui-même. On est dans un bon rythme. Et Tony Renucci sera d'accord avec nous. Depuis 20 ans, tous les polluants baissent progressivement et plutôt rapidement grâce aux efforts de tous et on est très contents. Mais voilà, c'était annoncé. On s'est pris le mur de la réalité et heureusement, il y a des bonnes annonces qui sont réalistes et qui permettent aux Français de continuer à rouler, sauf à Paris et à Lyon où là, on pourrait en discuter, quoi. On va certainement en parler. Tony Renucci, est-ce que vous pensez qu'il risque d'y avoir une jurisprudence Marseille, Strasbourg, Rouen sur les ZFE? Vu les annonces, alors une jurisprudence pas d'un point de vue juridique, oui, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais politiquement même. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, ce qui serait compliqué, c'est que, en fait, on applique la loi. Donc, bon, là, on critique, on se plaint, mais finalement, ils appliquent juste la loi. Ils n'ont pas eu les 3 années de dépassement sur les 5 dernières années par rapport au seuil européen. Donc, ils sortent du dispositif avec le calendrier national. Est-ce que ça va pas à un moment servir d'excuse pour les 2 derniers ou d'autres? Enfin, j'ai du mal à l'imaginer pour l'instant, mais il y a quand même des petits signaux qui interrogent. C'est que, par exemple, sur la vidéo-verbalisation,
Ils ont annoncé un report à 2026. Moi, je sens déjà arriver le moment où on va nous dire on peut pas la mettre en place au 1er janvier 2025 parce qu'il n'y a pas la vidéo-verbalisation. Puis il y a des élections après. Donc, des élections municipales, pas loin. Donc, pas loin, pas en 2026 ou 2027, je crois, oui. Vous pensez qu'il peut y avoir une jurisprudence Lyon, Marseille, Rouen, Marseille, Strasbourg? Alors, pour Strasbourg, un petit bémol, au 1er janvier 2025, ils vont quand même mettre cette ZFE pour les critères 3, mais ce sera incitatif. Et à partir du 1er janvier 2026, notre siège social est à Strasbourg, donc on connaît bien le problème. Ce sera à ce moment-là contrôlé et peut-être sanctionné, peut-être effectivement, on verra où on en est. Suivant plein de choses, voilà, suivant l'acceptabilité, etc., etc. Donc jurisprudence, je sais pas. L'important c'est de respecter la loi, les seuils, sans les descendre en permanence. Sinon, comme je le disais, on n'est jamais dans les clous. Et tant mieux que tout ça s'abaisse, que la pollution baisse. Mais encore une fois, il faut que ce soit acceptable. 1,5 million de voitures sont en critère 3 et vont être concernées par la zone à Lyon et à Paris. On va empêcher les gens de travailler, de circuler. Alors, on peut rentrer dans les villes, mais on peut plus se garer. Alors c'est aussi un problème, ça. Hein. Faudrait qu'on en discute. Et puis, on peut se poser la question aussi, pourquoi ces deux villes, Lyon et Paris? Vous savez, il y a un harcèlement, hein, j'utilise souvent ce terme, vis-à-vis des Français qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour circuler. Je dis volontairement, je dis pas sur l'automobile. Moi, je parle de la personne qui est dans l'automobile. À Lyon et Paris, on les empêche de circuler. On crée des embouteillages volontairement. Et je connais bien les deux villes. C'est peut-être ça aussi qui fait que la pollution ne baisse pas, parce qu'on crée des embouteillages qui créent de la pollution. Peut-être. Hein. On n'a pas d'études là-dessus, mais c'est une théorie. Tony Renucci, et justement, est-ce qu'on n'est pas devant le mur de l'inapplicabilité d'une loi qui n'a pas été totalement réfléchie, notamment avec les critères 3 qui seraient interdites? On a un peu la même chose dans le bâtiment avec les DPE, les diagnostics de performance énergétique, qui empêchent de louer des logements alors qu'il y a déjà une crise du logement et qui rajoute de la crise sur la crise et qui fait encore monter les prix. En tout cas, je pense que si aujourd'hui on est amené à prendre ces décisions alors que la situation reste mauvaise, c'est que la loi n'est plus adaptée. Et c'est pas une mauvaise chose que de le dire, même avec l'engagement qui est le nôtre pour la qualité de l'air. C'est qu'il faut peut-être revoir les choses. Nous, on a fait des propositions. On avait fait un livre blanc qu'on a sorti en 2023, où on proposait une révision des vignettes critères, d'intégrer le poids du véhicule dedans. On proposait un nouveau calendrier, alors certes national, qui s'appliquait à tout le monde, mais on mettait du coup une réforme des différentes vignettes et surtout une échéance à 2028. Et on prévoyait d'insister beaucoup plus sur les professionnels et les entreprises pour favoriser la reconversion et le marché de l'occasion des particuliers. Il est peut-être temps aussi que le gouvernement entende ces propositions-là plutôt que d'être un peu sur du cosmétique et je ne sais même pas s'ils iront au bout de l'application de la loi. Tony Renucci. Oui. Ça y est, il vient de parler. On commence à nous confondre, à force de se croiser. Ben ouais, on se croise beaucoup et on est d'accord sur plein de choses. Sur le but final et peut-être pas tout à fait sur la méthode, mais en tout cas sur les vignettes critères, on est d'accord. Se baser uniquement sur l'âge de la voiture, c'est pas normal parce qu'il y a des voitures de 20 ans qui sont très bien entretenues, qui polluent finalement très peu ou peut-être plus que les voitures qui ont 5 ans. Ce que disait notre auditeur, exactement. Avec les ZFE, il va pouvoir rentrer avec sa Ferrari dans les ZFE, mais pas avec son 5008. Oui, complètement. Moi, s'il veut, je peux lui prendre la Ferrari. Si on négocie un très bon prix, c'est moi qui vais la prendre. Je vous laisse la 5008 et je vous prends la Ferrari. Non, mais c'est vrai, moi j'avais un scooter qui était critère 3, qui avait un moteur qui tient dans un sac à dos et un 5008 qui était critère 1. Je suis comme cet auditeur. Donc voilà, il y a des choses à revoir, effectivement. Même si nous, dès le départ, on était contre les ZFE, les critères, mais si elles y sont, il faut les adapter. Tony Renucci, est-ce que, quelque part, les Français peuvent y comprendre quelque chose? Parce que, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui est à Marseille à midi et qui doit aller voir quelqu'un à Nice à 3h de l'après-midi. Compliquez pas les choses, il a peut-être le droit de rouler. Ben non, mais il a peut-être, ou à Toulon, tiens, je vais prendre plus près. Là, il y a 3/4 d'heure de voiture. Il peut pas aller à Marseille, mais il peut rentrer dans l'agglomération de Toulon ou vice-versa, ou Nice, ou Montpellier, ou Nîmes, peu importe. Est-ce que faudrait pas, j'ai utilisé un gros mot, jacobiniser la chose, c'est-à-dire nationaliser le système et que ce soit partout pareil? Alors, je ne sais pas si je vais dire jusqu'à nationaliser le système, mais moi, j'entends l'argument parce qu'on allait dans ce sens-là avec nos propositions, qui est plus d'uniformisation, y compris au niveau du calendrier et de la règle. Après, qu'il y ait quand même des adaptations sur les territoires, sur des passes petits rouleurs, etc. Comme ça, après, il faut quand même laisser un peu la liberté aussi aux collectivités de le faire. Mais oui, moi, ce que je propose, c'est peut-être un peu tout s'orange, je ne veux voir qu'une tête, quoi. Mais je pense qu'il faudrait plutôt aller vers ça, parce que là, même parmi, je crois qu'ils sont 11 ou 12 métropoles vraiment à appliquer un calendrier défini, en fait, on a des règles hyper différentes. Il y en a certaines qui touchent même pas aux deux roues, d'autres qui vont plutôt sur les poids lourds, d'autres, enfin, je pense que c'est très compliqué en termes de visibilité. Donc moi, je suis plutôt d'accord. Je
pense que ce serait au contraire là au gouvernement de reprendre un peu la main là-dessus et dire voilà un socle à suivre en laissant une petite marge d'adaptabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait un socle, justement, et c'était aux collectivités d'adapter sur les horaires, sur les jours, sur les critères, etc. Mais effectivement, ça crée une cacophonie. Et on peut pas uniformiser, comme vous l'avez dit, parce que chaque territoire a ses particularités. On le voit bien en ce moment, d'ailleurs. Hein. Tout le monde veut un petit peu, non pas une autonomie, mais en tout cas plus de liberté dans les régions pour être plus efficace, que ce soit la Bretagne ou la Corse, et bientôt les Basques, et on va demander. Donc, on peut pas uniformiser les ZFE, bien sûr. Mais ça crée une cacophonie, et ça crée beaucoup de troubles, effectivement, quand on va d'une ville à l'autre. Après, vous savez, nous, on est dans les médias, on parle beaucoup de critères, etc. Mais il y a plein de Français, la très très grande majorité, ils s'en foutent complètement des critères. Vous promenez à Clichy, il y a 2 voitures sur 3, j'y étais encore tout ce week-end, qui a pas de vignette critère. Vous promenez à Marseille, il y a une voiture sur 10 qui a peut-être une voiture critère. Voilà, ça c'est la réalité du terrain aussi. Hein. Et une question, est-ce que quelque part pour l'adaptation, je pense à Marseille ou à Rouen, alors Rouen c'est pas au bord de la mer, mais c'est pas très loin du Havre, il y a du vent. Par exemple, il y a des jours où il est interdit de circuler quand il y a par exemple pas de vent, une concentration d'ozone sur le périphérique ou dans la grande couronne parisienne ou sur le périphérique toulousain. On est écouté partout sur Sud Radio. Est-ce que dans des villes où il y a par exemple beaucoup de vent en bord de mer comme Marseille ou le long de grands fleuves comme Rouen, comme Bordeaux, etc., ce serait pas pragmatique de dire on va adapter en fonction de la pollution du jour? Mais ça, en fait, c'est ce qui se passe avec les pics de pollution. Oui, mais le maintenir, je veux dire. Oui, alors après, c'est encore un autre sujet, ça, parce que les pics de pollution, il y a aussi des choses à se dire sur la réglementation. Il y a des seuils qui les déclenchent. On est vraiment sur des épisodes de pollution qui vont être intenses, qui vont durer quelques jours, parfois quelques heures, et on n'est pas sur la pollution chronique à laquelle on est exposé tous les jours. Donc je pense que là, il faut vraiment aller à la source, en fait, sur les sources d'émissions. Vous citez Marseille. Alors, si on regarde le dioxyde d'azote, c'est la voiture. Sur les particules, en plus, Marseille, il y a aussi la pollution maritime qui est très importante. Il y a les porte-containers qui sont pas loin et les bateaux de croisière qui sont des gros pollueurs. Effectivement. Et d'ailleurs, j'étais au téléphone avec une élue de Marseille, qui est maire adjointe en charge de l'écologie, Christine Just, qui me disait mais nous on sait même pas avec cette annonce si on a toujours le projet de ZFE maritime. Ah oui. ZFE portuaire, je sais plus comment il s'appelait. Oui. Ah donc mais les élus locaux ne savent pas. Non. Ah oui. Oui, mais pour les épisodes Pour les épisodes de pollution, c'est moins le cas maintenant, mais il y a encore 1 ou 2 ans, à Lille, il y avait plus d'épisodes de forte pollution qu'à Paris. Je me dis c'est quand même bizarre parce que c'est là qu'on a le plus d'embouteillages, etc. Donc j'ai regardé et un peu fouillé et il y a une carte européenne des nuages de pollution. Eh bien en fait, Lille était dans le nuage de pollution de tous les pays de l'Est avec leurs usines à charbon, leurs centrales à charbon, et ça arrivait jusqu'à Lille. Donc ça prenait toute l'agglomération de Lille et c'est pour ça, suivant les vents, qu'ils avaient plus d'épisodes de pollution. Alors oui, on empêchait quelques voitures de circuler, mais c'était pas le problème. Et c'était le problème des voisins qui nous envoyaient la pollution. Donc vous voyez, avec les zones de pollution, faut faire un petit peu attention. Tony Renucci a fait une remarque intéressante. Il a dit... il fait toujours des remarques intéressantes. C'est vrai. Les contrôles, c'est repoussé a priori à début 2026 maintenant. Oui. Certains le disent début janvier. Janvier 2026. Absolument, c'est ce qu'a dit. Est-ce que quelque part, les contrôles, c'est pas, comme vous me passerez l'expression, les ZFE, à Pâques ou à la Trinité? Mais on ne sait pas la Pâques ou la Pâques, c'est dans 10 jours, mais Pâques ou la Trinité, mais de quelle année? Moi, je suis incapable de vous dire quand ça aura lieu. En fait, à chaque fois, c'est repoussé. Mais je pense que c'est finalement aussi un peu devenu l'excuse pour ne pas avancer, pour ne pas appliquer. Donc, plutôt que de repousser à chaque fois, on se pose la question maintenant de qu'est-ce qu'il faut appliquer, quelle politique il faut mettre en place, surtout. Il y a déjà des villes qui sanctionnent ou pas? Non. Aucune? Non, aucune. Est-ce que pour vous, c'est également ça à Pâques ou à la Trinité maintenant, puisque les contrôles, ça va être à horizon 2 ans? Les sanctions, ça risque d'être terrible. Alors, avec la vidéoverbalisation, s'il y a des fichiers croisés, ce qui est le cas avec les assurances, à partir du 1er avril, on n'a plus besoin de mettre son petit carré d'assurance sur le pare-brise. La vignette verte, oui. Parce qu'il y a des fichiers croisés. Là, il faudra un fichier croisé avec les vignettes qui ont les bonnes critères. On n'en est pas encore là, parce qu'on a mis des années pour obtenir justement ce croisement de fichiers. Donc, franchement, les sanctions... moi, j'y crois pas avant des années, parce qu'on a autre chose, on a d'autres chats à fouetter, je vais dire. Donc voilà. À Pâques ou à la Trinité. Voilà. On parlait de Marseille, comme disait une chanson de Fernand Sardou, aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Mais je ne chanterai pas. Merci beaucoup Tony Renucci, directeur général de l'association Respire et conseiller municipal à Joinville-le-Pont, et Yves Cara, porte-parole du Mobilité Club de France. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous les deux. Tout de suite, on va parler du décryptage de la 4e édition du baromètre massif et VDCOM sur les Français et le véhicule automatisé. On sera en compagnie de Nicolas Maresco, directeur influence, écosystème et prospective à la Massif. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio et il y a encore 2 places à gagner pour Nogaro. Sud
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on va maintenant décrypter la 4e édition du baromètre Massif et VDCOM sur les Français et le véhicule automatisé. Un baromètre qui analyse notamment les attentes des Français en termes de mobilité. Nous sommes en compagnie de Nicolas Maresco, directeur influence écosystème et prospective à la Massif. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment est né le baromètre Massif VDCOM sur les Français et le véhicule automatisé ? Quelle est la différence entre la mobilité des villes et la mobilité des champs? Vrai sujet. Pour venir ici, j'ai pu prendre le tram. J'aurais pu prendre le métro, voire même y aller à pied. Ou même le bus. Et même le bus. Ou même un taxi, ou même la voiture. Le trottinette. Et même la voiture. Et même la voiture. Et le vélo. En ville, avec sa voiture aussi. J'ai le choix. Ouais. Et donc, 2 Français sur 10 n'ont pas le choix des transports en commun en ville. Ok, parce que finalement, pour aller de point A au point B, pour aller au boulot, c'est compliqué, l'arrêt est trop loin. À la campagne, ils sont combien à votre avis à ne pas avoir le choix? 80%. 8 sur 10. C'est exactement ce que dit 80% des personnes sondées habitant en zone rurale déclarent de ne pas avoir le choix dans leur façon de se déplacer. Et donc, c'est votre étude. Exactement. Et donc, vous parliez de climat, de planète, on parle d'économie, combien ça coûte. Mais comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois le fait de ce manque de transport, être bon pour la planète et puis bon pour les économies? Vrai sujet. Est-ce que ça signifie, sur ces 80%, que 80% n'ont qu'un seul choix, leur voiture particulière? Principalement. Après, vous en avez à peu près 1 sur 4, et c'est en augmentation, l'année dernière c'était plutôt 1 sur 5, qui veulent plus de transports en commun. 24% exactement, plus 4 points, oui. Et comment expliquer ça alors? Mais est-ce qu'on leur donne? On leur donne pas les transports en commun? Dans 7 cas sur 10, pour ces personnes qui ont envie d'en faire plus de transports en commun, c'est d'abord des raisons économiques. Parce que la voiture, si j'en ai une, c'est très bien. Après, ça peut être mon conjoint qui la prend, ou ça coûte cher avec l'inflation, etc. Et puis aussi, pour la moitié, quelque chose, finalement, pour des logiques économiques. Alors, un Français interrogé sur 2 juge sa manière de se déplacer pas assez écologique. C'est très intéressant ça dans votre étude. Les Français sont écolos dans l'âme, même ceux qui prennent leur voiture. Oui, et puis après, c'est toujours comment je peux concilier cette envie, ce manque de transport en commun, et puis j'ai quand même besoin de me déplacer pour aller, on parlait d'hôpital tout à l'heure, aller au boulot, aller à la fac ou... Vrai sujet. Alors, les 3/4 des répondants, selon le service proposé, voient une utilité à la navette partagée automatisée. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que la navette partagée automatisée? Alors déjà, qu'est-ce qu'il propose? C'est une conduite automatique. Donc, c'est un minibus, sans conducteur à bord, puisque vous pouvez voir un peu comme une ligne de métro, quelqu'un à distance. Mais l'intérêt, c'est qu'avec ça, ils peuvent aller... vous vous rappelez, avant, il y avait des trains sur les voies. Oui. À la campagne. Oui. Mais maintenant, il y a beaucoup de voies désaffectées. Ah oui. Et parmi ces 3 sur 4, il y en a qui disent oui, pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait mettre ce type de navette sur une voie désaffectée? Une navette sur rail alors donc. Sur rail. D'accord. Ah ouais. Pourquoi? Parce que vous avez un corridor de mobilité. Un tramway quoi en fait. Oui, exactement, sauf que par rapport aux besoins, etc., on pourrait imaginer ce type de transport. Oui, 74% des Français justement des sondés jugent pertinent d'utiliser d'anciennes lignes ferroviaires pour installer un service de navette automatisé. Mais est-ce envisageable, vu les finances de la SNCF et vu les finances de la France, on en parle beaucoup ces derniers jours? Et les syndicats vont pas être d'accord, qu'il n'y ait pas de chauffeurs et de contrôleurs, attention. Vaste programme. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment qu'il y a cette question technique. Et ce qui intéresse aussi, c'est est-ce que ça peut... J'ai une route ouverte, j'ai pas forcément de ligne de chemin de fer à côté de chez moi. Par contre, j'aimerais bien avoir un arrêt de transport en commun à côté. Donc, comment on peut mettre en place ces lignes? Et c'est possible techniquement. C'est possible avec un accompagnement également. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cette voiture automatique, de ce bus, de ce côté collectif. Parce que si c'est juste avoir une voiture individuelle avec une personne à bord qui roule toute seule, ça n'apporte rien. C'est vraiment cette logique de concilier l'économie du collectif et le bon pour la planète du collectif. Il y a des constructeurs qui sont prêts, vous me passerez l'expression, à mouiller le maillot pour ça? Il y en a typiquement, il y a une Avia qui a eu des soucis et qui a été repris avec Gamma. Donc c'est un acteur, par exemple, la Cré-Val de Drôme. Vous avez une gare, très bien. Vous avez un hôpital, super. L'hôpital, il y a un parking.
Très bien, si je veux y aller, je prends ma voiture, prenez un taxi, prenez l'ambulance. Et sinon, tant pis pour vous. Donc l'enjeu, c'est, dans un projet concret, c'est d'aller avec Gamma, l'opérateur, avec un opérateur de mobilité locale, c'est la 3e génération qui fait des transports, Betty, avec Vinci pour la construction et la Massif, de dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait pas, au-delà d'un réseau, compléter la ligne entre la gare et l'hôpital avec ce véhicule automatique. Et l'intérêt aussi dans les 3 sur 4 qui disent, j'aimerais en faire plus, c'est, ok, mais moi, aujourd'hui, une ligne de bus, mais marche la journée. Sauf que moi, je prends le boulot pour aller faire une station de radio le matin tôt ou le soir et il n'y a plus rien. Donc, comment je fais? Donc, c'est là où des services automatiques peuvent compléter le dispositif. Alors, près de 80% des sondés ont l'intention d'essayer des véhicules automatisés de niveau 4, véhicules personnels avec conduite automatisée dans la plupart des situations. Quels sont ces véhicules? Alors, il y a parfois un fantasme dans les véhicules automatisés où je monte dedans et il va n'importe où. Là, l'idée de ces navettes automatiques, c'est sur un parcours défini. Oui. On a bien sécurisé, on a repéré les lieux. Et donc, sur ce parcours, ça va être possible de monter dedans. Aujourd'hui, plutôt avec des logiques d'horaire, de station. Demain, avec du transport à la demande. Soit sur mon smartphone, j'ai dit, tiens, c'est une période creuse, mais la navette, elle est capable de faire un détour ou bien de s'arrêter à tel endroit. Bien sûr, un endroit sécurisé, c'est pas l'idée d'en faire n'importe quoi. Ça va pas être sur l'autoroute, ça, on est bien d'accord. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à... C'est pas de la science-fiction, mais il y a la moitié des Français interrogés qui se disent, ok, moi je veux bien, mais il faut vraiment que ça soit sur des horaires classiques, à des endroits bien déterminés. Ce qu'on fait aujourd'hui sur une ligne de bus à Paris. Oui, mais il y en a déjà un sur 4 qui dit, non, demain, avec la techno, avec le smartphone, je suis capable de commander et elle vient pas forcément devant chez moi, mais au lieu d'être à un quart d'heure de marche, à uniquement 5 minutes. Il y a aussi d'autres types de services qu'ils ont jugés utiles. Par exemple, la desserte pour le premier ou le dernier kilomètre. C'est pour 64% des sondés. Comment ça marche? C'est typiquement se dire, ça peut être sur une longue distance, mais sur longue distance, c'est un peu comme le ferroutage avec le train, puis après le camion pour les derniers kilomètres, quoi. Parce que cette solution, elle fait pas tout, elle fait pas papa-maman. Ça peut être associé à du covoiturage, à l'autopartage, du collectif. Ça peut être comment je vais jusqu'à la gare, et puis après de la gare, je vais autre chose. Typiquement, à Cré, vous avez également une zone d'activité. Entre cette zone d'activité et la gare, il peut y avoir un petit... Une question, Issa ? Non, c'est très très intéressant. C'est un beau sondage. Aujourd'hui, il y a ce qui existe déjà dans certains villages, dans certaines communes, dans des régions où il y a une densité humaine très faible. C'est des voitures électriques, donc en autopartage, mises à disposition par la mairie. Si ces voitures électriques, demain, elles sont automatisées, mais vraiment au niveau 5, c'est-à-dire que de son smartphone, on peut la commander pour qu'elle vienne vous chercher parce que vous pouvez plus conduire, parce que vous n'avez pas envie d'avoir une deuxième voiture, etc. Et qu'elle vous emmène après à l'hôpital, et puis qu'elle reparte parce que vous en avez pour l'après-midi et que vous la recommandiez après, c'est 1 € de l'heure, ce serait génial. Parce que là, l'automatisation aurait une vraie utilité, parce qu'en ville, on n'en a pas besoin. Mais votre sondage le confirme, c'est dans ces zones-là qu'on a besoin d'automatisation, d'autopartage et de services à la carte. Et je rebondis justement avec une dernière question. 40% des usagers répondants renoncent à certains déplacements faute de solutions adaptées. Vous avez parlé de la mobilité des villes et des champs. C'est une des principales fractures françaises, Nicolas Marescot. Exactement. Voir un véhicule, et encore mieux, le tester, c'est l'adopter. Sauf qu'aujourd'hui, dans ce sondage, on voit bien que si vous êtes à la campagne, c'est parce que vous êtes à la ville. Si vous êtes chômeur, vous l'aurez moins vu et moins testé que cadre. Et si vous êtes senior, vous l'aurez moins vu, alors que ce sont ces populations à la campagne, plus âgés, chômeurs qui peuvent en avoir le plus besoin. Mobilité pour tous, autonomie pour tous. Merci beaucoup Nicolas Marescot, directeur influence, écosystème et prospective à la Massif. Dans quelques instants, on va recevoir une start-up Stellar qui a lancé un nouveau produit pour éviter les zones blanches qui est absolument génial. Mais on va encore faire 2 €. Le premier gagnant pour les 2 places pour la Coupe de Pâques des 30-31 mars et 1er avril au circuit de Nogaro, c'était Jean-Luc de Vic en Bigorre, et on vous refait gagner 2 places de plus. Des places qui donnent droit à l'entrée pour les 3 jours de circuit avec un accès aux terrasses, aux tribunes, au paddock. Il y a de belles voitures, des courses haletantes, des pilotes de renom, du spectacle. Allez, c'est à côté des Landes, Nogaro. Les Landes, c'est 40, 4+0. On va pas aller trop loin pour Aude. Le 4e appel au 0826 300 300 gagne 2 places pour 2 gagnants à la Coupe de Pâques des 30-31 mars et 1er avril prochain au circuit de Nogaro. Aude attend vos appels.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on va désormais parler d'une start-up qui fait partie de celles sélectionnées pour le Grand Prix ACF Autotech, dont Sud Radio est partenaire, qui se tiendra le 24 avril prochain. Cette start-up s'appelle Stellar. Nous sommes en compagnie de Damien Garot, PDG, cofondateur de Stellar. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors tout d'abord, comment est né Stellar ? Stellar est né de la rencontre de trois personnes. Hassan, que je connais depuis les bancs de l'école, qui est notre directeur technique, et puis Anela, qui est l'ancienne patronne de la connectivité de chez Porsche, qui s'est occupée de connecter les véhicules Porsche, la marque bien connue, et de faire des accords avec Apple, par exemple, pour amener Apple CarPlay à l'intérieur de la Taycan. Donc tous les trois, on s'est dit qu'on avait quelque chose à faire pour amener les bénéfices du secteur spatial au monde automobile et permettre un Internet parfait sur toutes les routes. Et vous avez présenté un routeur au CES, c'est le plus grand salon de l'électronique grand public de Las Vegas en janvier dernier, un routeur appelé Global, alors G-L-O-2-B-L-E et pas Global avec l'accent anglais, un routeur révolutionnaire pour les personnes qui se déplacent. Oui, félicitations pour votre accent, Philippe. Thank you very much indeed. Non, en effet, Global, c'est le premier produit qu'on met sur le marché et qui a déjà à l'intérieur la potion magique qu'on lui donne, à savoir un logiciel qui va utiliser tous les composants qui sont à l'intérieur de Global, à savoir plusieurs modems qui parlent avec plusieurs réseaux cellulaires. Et aussi des modems qui vont parler avec les réseaux Wi-Fi. Et notre logiciel, il est capable d'utiliser à tout instant le meilleur réseau et en changer sans aucune coupure. Donc vous avez vous avez la certitude d'être toujours connecté au meilleur réseau. C'est-à-dire que vous êtes dans votre voiture, s'il n'y a plus de réseau chez Free, vous passez chez SFR et sur SFR, vous passez chez Bouygues. Tout est fait par le routeur. C'est par une intelligence artificielle. C'est comment exactement ? Donc en effet, on a des algorithmes qui vont permettre de faire des choix. Et en plus de cela, chaque Global qui est sur la route nous informe sur la qualité de service des réseaux. Donc, on entraîne notre intelligence artificielle avec toutes ces données collectées, ce qui nous permet en effet d'informer chaque véhicule sur la route des prochains écueils, des prochains endroits où il y aura des zones blanches, pour évidemment basculer sur le bon réseau qui, lui, est encore disponible au moment où on va tomber dans une zone blanche pour un opérateur donné. Alors, vous présentez comme le Waze des réseaux télécoms. Exactement. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Waze en particulier ? Bon, c'est déjà deux entreprises différentes. Absolument. Vous êtes une entreprise française déjà. Exactement, basée à côté de Bordeaux, à Bruges. Parfait, on salue nos auditeurs de la Gironde. Absolument. Alors, en quoi finalement nous avons la même vision ? La même vision, c'est de permettre aux passagers et aux conducteurs de ne plus se poser la question de savoir comment se connecter. Parce que aujourd'hui, lorsque vous utilisez Waze, vous savez que vous allez arriver le plus rapidement possible au bon endroit. C'est ça. Et il vous met changement de trajet parce qu'il y a un bouchon, un accident, etc. Donc c'est la même chose avec notre logiciel. L'idée, c'est de dire, avec notre logiciel, on va s'assurer que vous n'ayez jamais de bouchon lorsque vous vous connectez, que vous soyez toujours sur un réseau qui marche bien, qui soit efficace. Donc c'est vraiment ça, le parallèle avec Waze, c'est cette possibilité d'amener toujours le meilleur réseau, celui où il n'y a pas de bouchon, mais bien sûr uniquement pour les télécoms. Alors c'est en mai que Global va être commercialisé, si j'ai bien lu le dossier de presse. Quel est le cœur de cible que vous visez ? Le cœur de cible de Global, ce sont toutes ces entreprises qui ont besoin de connecter leurs collaborateurs pour être efficaces. Je vous donne un exemple. Il y a des assureurs aujourd'hui dont les collaborateurs quadrillent la France et font tous les jours des rapports d'expertise, prennent des photos, vont remplir sur l'intranet de leur société des formulaires. Si elles ne sont pas connectées, bien sûr, si elles sont dans une zone blanche, elles ont un gros problème, il faut revenir au papier. Et ça, forcément, c'est de l'inefficacité, c'est de la frustration pour les collaborateurs qui vont devoir perdre du temps à mettre tout cela. C'est là où on va changer et on va permettre aux collaborateurs d'être connectés où qu'ils soient en France. Alors, vous avez parlé de Porsche tout à l'heure, ça fait rêver. Est-ce qu'on pourra mettre Global dans les équipements multimédia de première monde, chez Porsche, mais chez Stellantis, chez Renault-Nissan, chez les autres ? Alors, bien sûr, dès aujourd'hui, on pourra utiliser Global pour son usage propre. Donc, on le branche sur l'allume-cigare et ça marche immédiatement. À terme, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ravis d'être en finale de l'Automobile Club de France, c'est de pouvoir avoir des accès privilégiés avec les constructeurs automobiles français pour les convaincre non plus de rajouter notre boîte, mais finalement de rajouter notre logiciel, celui qui est la potion magique de notre boîte,
dans la voiture. Dans la voiture, c'est-à-dire dans le multimédia première monte. Exactement. Alors, vous voulez aussi travailler avec la SNCF. Là, c'est l'ancien Toulousain qui va parler. Quand on fait la ligne POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et qu'on veut travailler, il n'y a jamais de réseau. C'est bien avancé, comme on dit ? Alors, donc moi je viens de la Mayenne, donc je sais aussi ce que c'est de prendre un TER et d'être frustré parce que je pas tout simplement pas passer un coup de fil ou prévenir que je suis en retard parce que je suis dans le train et que j'ai des gens qui m'attendent. Ce que l'on prévoit bien sûr, c'est que notre logiciel, il est là pour tout ce qui roule en fait. Donc ça va être pour les trains, ça va être pour les camions, ça va être pour les bus, ça va être pour les voitures, pour les trams. J'entendais votre précédent interviewé parler des navettes partagées, automatisées. Ce sont pour elles également que ce logiciel est destiné. Donc, c'est s'assurer que finalement, notre temps de déplacement sur Terre soit un temps qui soit utile. Est-ce que vous avez profité du CES de Las Vegas, qui est un salon énorme, pour prendre des contacts à l'international ? Bien sûr. Et alors, ce qui est paradoxal au CES, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de sociétés nord-américaines, beaucoup de sociétés asiatiques, mais vous allez aussi beaucoup rencontrer d'Européens et même de Français. C'est à Las Vegas, à cet immense salon, que vous allez rencontrer les personnes importantes pour se mettre en rapport avec des constructeurs automobiles français, par exemple, ou des opérateurs qui trouvent l'idée que l'on propose pertinente. Et vous allez faire les salons automobiles, il va y avoir le Paris dans quelques mois, il y a eu, après il y a les grands salons, Détroit, Tokyo, etc. Vous allez également vous développer là-dessus pour plus les salons du poids lourd, des bus, etc. On a même, et bien sûr on va le faire, mais on n'a pas attendu cela, on fait même partie aujourd'hui de l'association professionnelle qui réunit à la fois les constructeurs automobiles et les équipementiers de rang 1, et puis bien sûr tous ceux qui fournissent les solutions de télécommunication. Et nous sommes parmi les seuls à pouvoir proposer une solution qui va venir intégrer la composante satellite. Et vous avez parlé de Las Vegas, où il y a pas mal de Français. Quelle est l'image des startups françaises aux États-Unis, qui sont le pays des startups ? Au départ, qu'on le veuille, la Silicon Valley, c'est aux USA. Absolument. Donc l'image est bonne. Clairement, il y a, je pense, un fort intérêt pour ce qu'on propose. Après, il ne faut pas en douter. Les Américains sont extrêmement compétitifs et ils sont extrêmement doués sur certains éléments. Et c'est à Las Vegas que l'on a pu aussi rencontrer des partenaires pour aller ouvrir à terme notre marché sur l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Et pour se procurer Global en France, en mai, chez qui on peut l'acheter ? Alors, nous aurons donc un ensemble de partenaires que nous publierons sur notre site web, donc stellar.tc, voilà notre site web. Merci beaucoup Damien Garand, PDG cofondateur de Stellar et de Global, et bonne chance pour les Grands Prix ACF Autotech, dont Sud Radio est partenaire. Ce sera le 24 avril prochain. Une bonne nouvelle, la gagnante des 2 places pour Nogaro, c'est Marie de Toulouse, et on apprend à l'instant la disparition de Frédéric Mitterrand, l'ancien notamment écrivain, présentateur de télé, à l'âge de 76 ans. Merci beaucoup à vous. Dans quelques instants, on va retrouver les essentiels de Sud Radio après le flash de 20h. Mais tout de suite, vous retrouvez Sud Radio à votre service avec Cécile de Ménibus. On se retrouve, nous, à 17h demain pour Les Vraies Voix. À demain.